Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Monsieur Vancovemberge Patrick, référent sur le segment du tertiaire chez GRDF. Et je suis ravi de vous accueillir pour le webinaire dédié aux biodéchets, du tri à la valorisation. Je constate que nous sommes tous réunis. Nous allons pouvoir du coup lancer notre webinaire sur la valorisation des biodéchets. Pour cela, je vais, dans un premier temps, vous parler de l'introduction qui sera réalisée par Monsieur Guillaume Virmot, notre délégué marché d'affaires GRDF. Nous passerons ensuite à un contexte réglementaire qui sera présenté par notre ingénieur efficacité énergétique Frédéric Matisse. Ensuite, nous aurons deux témoignages. Un premier sur la mise en place du tri par Madame Singpol Laïla, qui est donc du collège Anatole France de Ronchin. Et nous terminerons avec la collecte et la valorisation de nos biodéchets, qui sera présentée par Charles Deschamps et l'entreprise Trion Environnement. Et je terminerai par effectuer une conclusion de ce webinaire. Je vais dès à présent passer la main à Guillaume pour pouvoir vous donner un petit mot d'introduction sur notre stratégie et parler du prix des énergies. Guillaume, je te passe la main. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous voir si nombreux à ce webinaire sur les biodéchets. Donc, je suis Guillaume Virmot. Merci Patrick de m'avoir introduit. Donc, je suis directeur délégué au marché d'affaires pour les régions Hauts-de-France et Normandie pour GRDF. Donc, le marché d'affaires, hein, c'est quoi? Pour nous, c'est tout ce qui est résidentiel collectif, le tertiaire, public et privé, l'industrie, mais aussi les transports, parce qu'on a beaucoup de camions et de bus qui roulent au gaz naturel. Alors, GRDF aussi, avant de dire quelques mots, vous présentez peut-être qui est GRDF. J'espère que vous nous connaissez au moins de noms. Donc, GRDF, c'est une entreprise qui exploite 200 000 kilomètres de réseau de gaz naturel. Okay, donc, on aime à dire que ça représente 5 fois la circonférence de la planète, pour se donner un peu d'importance, mais aussi pour donner à voir tout le travail que c'est au quotidien d'entretenir, de concevoir, de maintenir ce réseau de gaz naturel qui permet, grosso modo, à plus de 11 millions aujourd'hui de foyers, d'entreprises, de bâtiments divers et variés, de se chauffer, d'avoir de l'eau chaude, mais aussi de la cuisson. Aujourd'hui, GRDF, on est le premier distributeur de gaz naturel en Europe et on fait partie du top 3 mondial. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête que c'est un champion national de la distribution de gaz naturel qui emploie en France 11 000 salariés aujourd'hui pour servir, comme je l'ai dit, plus de 11 millions de clients. On a un projet d'entreprise qui est entièrement tourné vers le gaz vert. Donc, le gaz vert, c'est quoi? C'est du gaz renouvelable, c'est du gaz décarboné qu'on va produire en France, qu'on produit déjà aujourd'hui et de plus en plus. Donc, vraiment, on s'inscrit dans un objectif de neutralité carbone et on s'attache jour après jour à verdir ce gaz en France. Une fois ces propos introductifs un peu réalisés pour vous dire d'où je parle et quelle est l'entreprise qui vous parle, on m'a demandé de faire un petit point sur le prix des énergies. C'est un sujet qui a beaucoup agité les discussions l'année dernière, hein, suite notamment au conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais suite aussi aux grandes difficultés du parc nucléaire en France. Et puis, avec la sécheresse qu'on a connue, les difficultés des centrales hydrauliques. Donc aujourd'hui, le prix du gaz naturel en France, comment il est construit? Donc il y a plusieurs briques de coûts. Vous voyez ça sur le visuel à votre gauche. Il y a les coûts d'infrastructure.
Donc, qui sont les coûts liés au transport, à la distribution, au stockage du gaz naturel. Un coût lié à la molécule, à l'énergie, mais qui ne représente pas 100% du coût que vous voyez sur vos factures au quotidien. Il y a une partie de taxes, évidemment, hein, qui est assez important aussi. Et puis, les coûts de commercialisation et les marges des différents opérateurs qui interviennent sur le marché. Mais il faut avoir en tête que finalement, le coût de l'énergie, c'est vraiment la brique rouge et c'est celui-là dont on a vu les prix s'envoler en fait durant toute l'année 2022. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique du milieu, les prix du gaz ont fortement évolué. En 2022, hein, on est passé de 30 euros à un pic à 300, donc à l'été 2022, hein, fois 10. Ça a été lié, comme je l'ai déjà dit, en grande partie au conflit russo-ukrainien, où on s'est retrouvé avec une grande partie de notre approvisionnement gazier qui venait de la Russie, qui s'est tari progressivement. Mais il faut avoir en tête qu'en France, on a été assez résilient parce que la partie de l'appro en gaz russe est assez limitée. On était avant la crise à 16-17%. Aujourd'hui, on est quasiment à zéro. Quand d'autres grands pays comme l'Italie ou l'Allemagne, eux, dépendaient du gaz russe à 40 ou 50%. Donc, eux étaient dans une situation autrement plus compliquée que la nôtre en France, parce qu'on avait déjà un sourcing qui était extrêmement diversifié. Donc, on a pu aller chercher d'autres sources d'approvisionnement ailleurs pour compenser. Mais pour aller chercher d'autres sources d'approvisionnement, il a fallu activer le levier prix. Hein, donc, on l'a payé un peu plus cher. Aujourd'hui, on est revenu à une situation d'avant-crise. Les prix sont vraiment, ont été à nouveau divisés par 8 ou 10 et les prix ont retrouvé les fondamentaux, ont retrouvé leurs fondamentaux. Donc on est toujours en tension sur l'offre, sur l'équilibre entre l'offre et la demande, mais aujourd'hui on a réussi à remplacer le gaz russe. Donc on a déjà des solutions pour remplacer ce gaz en France, mais aussi ailleurs en Europe, ce qui fait qu'il n'y a plus de perturbations sur les prix au jour d'aujourd'hui. Et tous les stockages de tous les pays européens sont pleins aussi. Hein. La Commission européenne a mis en place des contraintes très fortes pour obliger tous les opérateurs à remplir les stockages au maximum. Donc, du coup, on est dans un climat qui est beaucoup plus serein et les prix du gaz se sont vraiment apaisés. Les prix de l'électricité, en revanche, sont toujours un peu plus élevés, et notamment en France, du fait d'un contexte très spécifique sur les tranches nucléaires qui ne sont pas aussi disponibles que prévu, et du fait aussi du poids important de l'hydraulique en France, affecté par la situation de sécheresse qu'on connaît aujourd'hui. Donc les prix, hein, vous le voyez, ils sont différents pour chaque année. Hein. Il y a un prix pour 2024, un prix pour 2025, un prix pour 2026. Ce qui est intéressant de voir, c'est que plus on s'éloigne dans le temps, plus les prix sont bas. Et ça montre bien que structurellement, il n'y a pas de problème sur l'approvisionnement de gaz. Il n'y a pas de déséquilibre entre l'offre et la demande à moyen terme. C'est vraiment le court terme et la situation géopolitique qui a créé un peu d'émotion chez les acteurs, chez les opérateurs, et du coup un peu de tension sur le marché. Et les prix spot, donc qui sont en jaune, donc c'est vraiment les prix pour le lendemain, les prix les plus court terme, on va dire, ils sont encore plus bas que les prix pour l'année 2024 ou l'année 2025. C'est-à-dire que si on veut du gaz pour demain, on le paye très peu cher parce qu'aujourd'hui, le marché est très liquide. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a connu une année 2022 extrêmement déstabilisante sur les prix du gaz
liés à des facteurs géopolitiques, mais aussi à des facteurs nationaux, hein, notamment des problèmes sur le marché de l'électricité. Il y a du coup eu besoin de beaucoup plus de gaz pour faire fonctionner le système face à une moindre disponibilité du nucléaire et de l'hydraulique, mais que là, on est dans un climat d'apaisement et les prix aujourd'hui retrouvent les niveaux d'avant-guerre. Donc voilà, c'est une énergie gaz qui est disponible aujourd'hui, même dans un contexte très compliqué, on a réussi à retrouver de la ressource et qui est à nouveau compétitive. Mais c'est aussi une énergie qui se verdit. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer sur le slide d'après. Ce n'est pas le bon slide, merci. Euh, donc c'est le biométhane. Donc le biométhane, c'est quoi? C'est un gaz vert qui produit à partir de déchets, souvent de déchets notamment agricoles en grande partie, mais pas que, qui s'est développé en France, hein. La première injection a eu lieu à Sequedin, à côté de Lille, en 2011. Et puis, 10 ans après, vous voyez, on est à plus de 500 sites qui produisent du gaz vert en France. Donc, c'est du gaz qui est vraiment produit à partir de la digestion anaérobie de déchets. Donc, c'est vraiment produit localement à partir de nos déchets récupérés, triés et collectés localement. Et, et qui, du coup, sont reconnus comme renouvelables. C'est-à-dire le bilan carbone du biométhane est sensiblement le même que l'énergie solaire. Et donc, c'est reconnu au niveau européen et au niveau français comme une énergie renouvelable. Et là, vous voyez donc en vert sur le graphique, hein, le total de sites qui injectent. Donc, vous voyez que c'est une croissance qui est vraiment exponentielle. Et en vert clair, vous voyez les nouveaux sites qui apparaissent. Donc, vous voyez, en 2021, en 2022, en 2023, on a 150 sites qui ont vu le jour chaque année. Donc, c'est quoi? C'est un tous les 2-3 jours. Voilà, un site qui sort de terre, qui émerge et qui produit une énergie locale et renouvelable en France et qui a exactement les mêmes propriétés physiques que le gaz naturel, donc qui est injecté tout simplement dans nos 200 000 km de réseau existant. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que le gaz aujourd'hui est compétitif. Ça a toujours été son atout majeur. Mais aujourd'hui, il se verdit de plus en plus. Et lors des dernières annonces d'Elisabeth Borne sur les plans de décarbonation de la France, a été annoncée une augmentation des objectifs de gaz vert. Donc aujourd'hui, en 2030, on est à 10%. Et là, il va y avoir une concertation pour on va jusqu'à 15%, jusqu'à 20% de gaz vert en 2030 en France. Donc la dynamique est forte et la dynamique va se consolider. Ensuite, en termes de prix, vu que c'est une énergie qui est produite localement, le prix est très flat, très stable dans le temps. Donc on a une vision sur 10-15 ans de l'évolution de ce prix-là. On n'est pas soumis aux évolutions géopolitiques ou aux interdépendances des marchés qui sont difficiles à prévoir. Donc voilà, en 2 mots, vraiment ce que je voulais que vous reteniez, c'est qui vous parle, c'est GRDF, un des leaders mondiaux de la distribution du gaz naturel et qui distribue une énergie qui est compétitive aujourd'hui et qui se verdit de plus en plus. Merci à vous d'être là et puis à vous les studios. Bon webinaire. Merci Guillaume pour cette entrée en matière. Nous parlons biodéchets, donc on peut dire que l'entrée est terminée. Nous allons maintenant passer au plat avec le contexte réglementaire qui va vous être présenté par Frédéric Matisse. On a fait 2 séquences de questions-réponses dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui interviendront après la première intervention donc, de Madame Singh-Paul sur la mise en place du tri
Et ensuite, il y aura une deuxième séquence de questions-réponses après l'intervention de Monsieur Deschamps. Frédéric, je te passe la main. Bonjour à toutes et à tous, enchanté, Frédéric Matisse, ingénieur efficacité énergétique. Donc moi, j'anime en fait les différents bureaux d'études techniques et thermiques pour leur donner de l'information sur la réglementation, les installations, la méthanisation et les biodéchets. Mon objectif aujourd'hui, justement, est de vous donner une définition de ce que c'est qu'un biodéchet, le contexte législatif qu'il y a autour et les différentes typologies de déchets. Donc déjà, avant de commencer de parler de biodéchets, on va voir pourquoi GRDF s'intéresse à ce sujet-là. Alors nous, on est missionné par la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, qui demande justement sur ce thème-là, les biodéchets, d'intervenir sur trois informations. La première, donc informer les différentes parties prenantes, les collectivités, les porteurs de projets sur le contexte réglementaire, ce que l'on fait actuellement, les leviers activables de mobilisation pour un projet, les acteurs que l'on peut mobiliser, on le verra par la suite avec notre webinaire, les opportunités et gains ENR et les économies circulaires. Ensuite, on est facilitateur donc pour vous aider de passer de la mise en œuvre du tri à la source vers un montage de projets biodéchets, en vous mettant en contact avec les bons acteurs et aussi en vous aidant en cofinançant des études. Et enfin, on anime et on sensibilise sur la méthanisation des biodéchets pour vous donner de l'information sur la vertu que cela peut apporter, aussi bien en économie circulaire qu'en énergie renouvelable. Concernant les déchets, avant de parler de biodéchets, on va déjà définir les différentes typologies de déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chaque déchet possède un statut juridique. C'est-à-dire que, en fait, chaque typologie de déchet va avoir une obligation dans son traitement, dans sa collecte, dans sa production, à chaque étape, en fonction de sa typologie. On va voir les premiers, donc les DD, les déchets dangereux, qui vont être très spécifiques, donc qui vont répondre en fait à un ou plusieurs des 15 propriétés de danger définies au niveau européen. On en voit quelques-uns ici: corrosifs, nocifs, toxiques, dangereux pour l'environnement. Leur manipulation pardon, est très stricte et chaque étape va être scrupuleusement regardée. On va basculer ensuite sur les déchets non dangereux inertes. En fait, ce sont les déchets que nous ne pourrons pas transformer, qui ne vont pas pouvoir être transformés, que ce soit chimiquement, physiquement ou autre, qui ne produiront pas de matière au contact d'autres objets. Et enfin, ce sont les déchets qu'on parle de coup de chantier. Vous allez avoir de la brique, des déchets de béton ou des tuiles, par exemple. Et enfin, les derniers, ceux qui nous intéressent, les DND ou DNDNI pour les déchets non dangereux. Donc, ce sont les déchets en fait, donc du coup, qui n'ont aucune des 15 propriétés reconnues par l'Union européenne et qui permettent justement d'avoir de la valeur ajoutée parce qu'ils sont soit biodégradables, transformables ou revalorisables. Si on fait un focus maintenant sur ces DND, donc on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a des sous-catégories. En effet, la première, c'est les DAE. Ça fait beaucoup d'abréviations, vous aurez un lexique, ne vous inquiétez pas, et je vous les explique en même temps. Donc, c'est les déchets d'activité économique, donc qui sont produits par les industries agroalimentaires, les gros et moyennes surfaces ou les gros producteurs privés. Vous avez ensuite les déchets des collectivités, en fait la récupération de la restauration scolaire, hospitalière, les jardins et les parcs. Et après, vous avez les DMA. Les DMA pour déchets ménagers assimilés. Donc là, dans ces déchets-là, vous allez avoir différentes typologies, aussi bien les ordures ménagères que les DAE. En fait, il s'agit des mêmes déchets qui sont récupérés par les mêmes bennes, donc cette fois-ci les petits producteurs ou les bâtiments tertiaires. Et enfin, les déchets verts de la ville. On va faire un petit focus, donc, que vous voyez juste en dessous, en fait, en bas à gauche. Il s'agit d'une étude qui a été menée par l'ADEME donc en 2018, où on vous donne du coup la composition des déchets du ben d'un foyer sur un an. Et on va voir tout de suite qu'un tiers de ces déchets-là sont biodégradables, soit 83 kilos par an. Si on fait un petit focus sur ces déchets biodégradables, on va se rendre compte d'une chose, c'est que parmi ces 83 kilos de déchets biodégradables, on a 30 kilos donc, qui concernent le gaspillage alimentaire. Et on se doute bien qu'on va avoir des réglementations sur le sujet qui va demander à diminuer par 2, par 3, par 4 dans le temps le gaspillage alimentaire. On fait un petit focus sur la partie tonnage des biodéchets parce qu'on va reparler après tout à l'heure de est-ce qu'on est gros producteur ou non de biodéchets et ça va se faire en fonction de la tonne que vous allez produire à l'année. Et si on regarde du coup en fonction de la typologie des bâtiments, donc en ce qu'on a vu tout à l'heure, au niveau des ménages, on a entre 15 et 20 millions de tonnes de biodéchets par an, donc 6 millions de gaspillage alimentaire. Pour les commerces alimentaires, vous êtes autour de 712 000 tonnes par an.
Pour les marchés de gros, 320 000. Pour la restauration, 220 000. Et enfin, les derniers, l'industrie agroalimentaire avec 150 000 tonnes par an. Et maintenant qu'on a parlé un peu chiffres, qu'on a parlé des différents aspects des déchets qu'on peut avoir dans nos bennes, qu'est-ce que la définition d'un biodéchet? Eh bien là, c'est simple, c'est réglementaire, c'est l'article R541-1 du Code de l'environnement qui nous le donne. On va lire ça ensemble. Donc, tout déchet non dangereux, biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. À savoir, et c'est le point très important, le producteur en est responsable jusqu'à son élimination ou valorisation finale. Et quand on dit producteur, on parle bien de tous les biodéchets, même des ménages. Sauf qu'on le verra après pour le traitement, il y a un petit sujet là-dessus. Donc, ce que vous avez en dessous, donc du coup, c'est des exclusions sur certains biodéchets. Pourquoi? Parce qu'en fait, les déchets des bacs, le bois énergie ou les déchets agricoles et civicoles et les boues d'épuration, on va pouvoir faire de la valorisation avec, mais ils ne traitent pas de la même législation. D'accord? Donc, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début, donc du coup, on peut le conclure, un biodéchet est bien un déchet non dangereux et non inerte dans sa classification. Donc, quels sont les enjeux autour du biodéchet? Donc, on en a identifié 5. Le premier, le gaspillage. On en a parlé tout à l'heure, hein, le gaspillage alimentaire qu'il faut éviter. Donc, le gaspillage alimentaire, il est défini comme toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de chaque chaîne alimentaire, pardon, est perdue, jetée ou dégradée. Donc déjà, premier point, faire attention à ça. Deuxième point, ce sont des déchets qui ont une forte teneur en eau. Donc le fait de devoir les incinérer ou les enfouir n'est ni écologiquement ni économiquement viable. D'accord? Ensuite, réduire pour l'environnement, réduire les impacts environnementaux via le tri ou la valorisation. C'est simple. Au niveau des ordures ménagères, si vous préférez partir sur de l'incinération ou de l'enfouissement, vous risquez de produire certaines choses. C'est-à-dire que sur l'incinération, vous allez produire des émissions de gaz à effet de serre, et sur l'enfouissement, vous risquez de produire ce qu'on appelle du lixivia. Le lixivia est un liquide qui va venir en fait se poser au-dessus de ce lieu de stockage et qui peut amener demain, s'il s'étend, à polluer des eaux ou des sols. Vous avez ensuite le budget. En effet, on a parlé tout à l'heure que chaque producteur est responsable. À savoir qu'au niveau des ménages, c'est les services publics qui vont s'en occuper. Et à partir de là, ce seront les collectivités qui devront mettre en avant des solutions de tri à la source pour les ménages. Eh ben, on va avoir aussi des taxes qui vont augmenter dans le temps. On va en reparler tout à l'heure avec des chiffres concrets. Et on se doute bien, on ne pourra pas enfuir indéfiniment les déchets partout sur notre territoire. Quatrième point, l'engrais. En effet, il y a une forte valeur agronomique et l'ensemble des biodéchets sont facilement valorisables par un retour au sol sous forme d'engrais naturels. Vous en avez peut-être même déjà chez vous, peut-être que dans votre jardin vous le faites déjà, en faisant du compost, et ben, ça vous permet avec des déchets de pelures, de légumes ou de fruits, par exemple, d'avoir un compost naturel et avoir de l'engrais naturel. Et ainsi, vous évitez l'énergie ou matière première que vous allez utiliser pour créer un engrais chimique. Et enfin, le dernier point, l'économie circulaire. En effet, de par sa composition, de par son utilisation dans un rayon de 50 km, on peut se dire on produit un biodéchet, on le réutilise, on le revalorise et enfin on utilise son usage localement. Excusez-moi. Alors, et vous avez ici du coup la hiérarchisation. Donc en fait, c'est comment on va du coup traiter un déchet. C'est une directive qui a été donnée par l'Union européenne en 2008. Donc en fait, on a une pyramide inversée. C'est ce qu'il va falloir suivre dans le traité. Excusez-moi. Donc tout d'abord, la prévention. Un déchet évité est un déchet en définition qui n'est pas polluant ou dangereux pour l'environnement. Donc tout d'abord, il faut éviter ces déchets-là. Ensuite, le réemploi. On va parler de réemploi en fait lorsqu'on va réutiliser par exemple des petits matériels ou matériaux d'équipement qui sont cassés qu'on va réutiliser pour d'autres équipements par exemple. Et souvent on parle de ça dans l'électronique ou dans l'électroménager où on va faire du reconditionnement. On va parler ensuite de recyclage. En effet, vous avez la possibilité de transformer justement du coup ces déchets pour les réutiliser à leur usage numéro un ou bien un autre par rapport à ce que vous allez faire avec sur ce recyclage-là. Le recyclage enchaîne par contre une chaîne importante pour le traitement de ces biodéchets. Enfin, vous avez la valorisation énergétique où dans l'idée, ce que l'on va faire en fait, c'est qu'on va
créer ce qu'on appelle des combustibles qui vont substituer aux matières premières pour valoriser de l'énergie. On parle, vous avez peut-être déjà entendu parler de CSR, de combustible solide de récupération. Et enfin, la toute dernière étape est l'élimination. Donc, c'est vraiment l'étape ultime. Si vous n'avez pas pu du tout soit éviter, soit réemployer, recycler ou valoriser le déchet, vous l'éliminez, sauf que vous risquez d'émettre des gaz à effet de serre ou du lixivia via l'enfouissement. Excusez-moi. On va regarder le côté législatif. Donc, du coup, vous avez deux réglementations qui ont été mises en avant ici, celle en France et celle au niveau européen. D'abord, la loi française avec le plan national de gestion des déchets qui demande du coup à mettre en avant et à augmenter du coup la partie valorisation sous forme de matière et arriver à 65% en 2025 des déchets non dangereux, non inertes, donc ceux qui nous intéressent. Et si on regarde côté européen, on va mettre en avant cette fois-ci la partie réemploi et recyclage et viser à 2035 un minimum de 65% en poids. C'est surtout la dernière loi, celle de droite, donc qui, au 1er janvier 2024, indique qu'on est obligé de faire un tri à la source des biodéchets en France. Et ça, c'est la loi AGEC qui le demande. Donc, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, on se doute bien que ça va être un sujet qu'on va mettre en avant, donc aussi dans les ménages. Mais comme c'est géré par une gestion publique, on a les SEM qui vont se mettre en avant, donc les syndics économie mixte, qui vont devoir proposer aussi des solutions pour les différents producteurs de biodéchets. Donc, on a vu les réglementations en lien avec les biodéchets. On se doute bien que du coup, on a d'autres réglementations qui existent pour les autres typologies de déchets. Donc là, on vous en a mis quelques-unes. Donc, le tri obligatoire, ben, c'est simple, ça existe déjà depuis un moment avec, par exemple, les DASRI. Donc, c'est les déchets d'activités de soins à risque infectieux. On met les DASRI en face des seringues, souvent dans les hôpitaux. Donc, depuis 1994, on doit les trier. Vous avez les DID, les dangereux industriels, donc dangereux. Donc, depuis 2010, et après, vous avez tout ce qui est carton emballage depuis 2016 et 2018. Et depuis peu, vous l'avez vu aussi passer dans les centres commerciaux, vous avez le plastique à usage unique qui n'est plus présent. Alors, en fait, dans les centres commerciaux, comment ça s'est traduit? C'est que maintenant, vous n'avez plus de sacs plastiques gratuits par rapport à cela. À savoir une chose aussi, c'est que du coup, chaque déchet doit du coup être suivi, donc scrupuleusement. Vous le voyez, donc depuis 2012, vous avez ce qu'on appelle des BSD, des bordereaux de suivi des déchets. Sur ces bordereaux, en fait, vous allez avoir le producteur qui va indiquer quel type de déchet va devoir être transporté ou traité. Donc, qui va être le transporteur? Où est-ce que ça va être le site de traitement? Et en effet, chaque acteur de la chaîne devra signer ce bordereau de suivi. Il est très important pour le suivi de gestion des biodéchets. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé par rapport au budget, on a parlé des taxes. Eh ben, la loi l'indique, les taxes vont augmenter. Donc, si on regarde côté incinération, eh ben, on voit qu'on va passer de 12 euros la tonne à 25 euros la tonne. On va presque faire un x2, voire un peu plus. Sur l'enfouissement, on va passer de 25 euros la tonne en 2020 à 65 euros, un peu plus de 2,5 fois plus haut. Et encore, on ne prend pas en compte à ce niveau-là toute la partie retraitement qui, selon notre REX, coûte à 80 euros de la tonne. Donc on le voit, l'enfouissement et l'incinération va devenir de plus en plus cher, aussi bien pour les collectivités que pour les producteurs. Et bien sûr, si vous ne respectez pas aujourd'hui ces différentes réglementations, vous risquez d'avoir des pénalités qui peuvent être soit 2 ans d'emprisonnement ou et 75 000 euros d'amende. Pardon. Si on refait un petit tour sur la frise chronologique concernant donc du coup les réglementations, on voit que ça date pas d'hier. La première réglementation a été arrivée avec la directive de l'Union européenne en 2008, qui a été revue après derrière en 2018. Donc à l'époque, nous, on parlait de gestion durable des déchets côté biodéchets. On a eu la notion de gros producteur qui est arrivée à partir de 2010 avec le Grenelle 2. Et à ce moment-là, on indiquait qu'en fait, qu'un gros producteur de biodéchets était un producteur qui produisait 10 tonnes de biodéchets par an. Depuis 2015, avec la LTECV, donc la loi de transition énergétique pour la croissance verte, on a demandé à ce que tous les producteurs fassent du tri à la source au 1er janvier 2025. Et on a durci cette réglementation en 2020 avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Et on a avancé la date au 1er janvier 2024. À savoir que depuis 2023, on parle maintenant de gros producteurs, plus pour 10 tonnes de biodéchets par an, mais pour 5 tonnes de biodéchets par an. D'accord.
On vous a mis ici une matrice. Donc cette matrice-là, en fait, elle a 4 informations. Donc si vous êtes petit, gros producteur, si vous êtes en gestion privée ou en gestion publique, dans l'idée, c'est pour vous montrer un peu où est-ce que vous vous positionnez, vous, derrière l'écran. Donc on regarde par exemple une restauration scolaire. Elle est entre le moyen et le gros producteur. Ça va dépendre après du nombre de repas qu'elle va faire par jour, du nombre d'élèves qu'elle va avoir, etc., etc. On va en reparler un petit peu juste après. Et du coup, on en a parlé tout à l'heure, il y a la possibilité de valoriser ces biodéchets via ce que l'on appelle du biométhane ou du gaz vert. Mais quel est du coup ce potentiel qui existe à l'heure actuelle? Donc on a l'ADEME qui a fait une étude, donc du coup encore une autre, donc en 2013, en avril 2013, qui a donné un potentiel de gisement brut de biodéchets et du coup qu'on peut mettre en avant. Donc le potentiel brut qui a été identifié au départ, c'est 22 TWh. Donc après, on part du principe qu'on va réduire nos biodéchets. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va éviter le gaspillage, on va éviter ces déchets-là. Donc on va réduire ce gisement brut à 9 TWh. Et enfin, ADEME part du principe qu'on va avoir de plus en plus de population qui va être mobilisée, qui va se mettre sur le sujet, les consignes qui vont être de plus en plus respectées. Et du coup, on aura un scénario bas de 3 TWh. Du coup, ce qui amènerait nos déchets biodégradables à 46 kilos par an par habitant. Là où, si on se rappelle de ce qu'on disait tout à l'heure, on était à 83 kilos par an par habitant. On va faire un petit focus pour voir un peu ça représente quoi ces 46 kilos. Donc vous avez en bas à droite quelques chiffres. Donc pour des foyers, donc pour 9300 foyers, donc à peu près 22 000, un peu plus de 22 000 habitants, on aurait 1000 tonnes de biodéchets qui pourraient correspondre à la production d'une énergie donc de chaleur de 1,1 gigawattheure ou l'alimentation de 4 bus roulants au bio-GNV ou à 275 foyers alimentés en gaz vert via du biométhane par exemple. On va refaire un petit focus, c'est le tableau que vous avez juste au-dessus. L'avantage que l'on a aussi avec la méthanisation, si on regarde par exemple ici, son exemple qui est proposé pour les 1000 kg de biodéchets, vous avez toujours cette énergie thermique qui est proposée, donc 100 mètres cubes de biométhane, mais vous avez aussi un engrais naturel, presque une tonne de ce qu'on va appeler du digesta, qui va être un engrais naturel que vous pourrez épandre sur votre sol. On souhaitait vous mettre en avant une autre étude qui a été réalisée cette fois-ci par toujours l'ADEME et la GNR. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et la GNR, c'est le groupe national de la restauration. Suite à l'étude qu'ils ont montrée, en fait, ils ont regardé à peu près un ratio de production de biodéchets par repas produit en fonction des typologies. Donc ici, cuisine centrale, cuisine scolaire, restauration collective, etc., etc. Ça vous permet aussi à vous, maîtrise d'ouvrage derrière, de vous dire, ben voilà, comment je me positionne par rapport au nombre de repas par jour, à mon fonctionnement moi, et est-ce que oui ou non, je suis aujourd'hui un gros producteur. Donc là, à l'époque, quand l'étude avait été réalisée, on parlait encore des 10 tonnes par an. Mais retenez aujourd'hui qu'on parle d'un gros producteur à partir du moment où vous avez 5 tonnes de biodéchets par an. Une autre étude qui a été réalisée, donc ici vous voyez en fait du coup une solution de tri directement à la source pour de la restauration. Deux possibilités, soit vous mettez cette table que vous voyez sur votre écran directement en salle ou vous la mettez en cuisine. Donc, tout de suite, l'étude qui avait été réalisée à l'époque a montré une chose, c'est que la sélection de tri directement en cuisine était bien moins chère et en plus le personnel de cuisine qui s'occupait de faire le tri à la place des usagers, il était du coup de bien meilleure qualité. Donc c'est aussi ce qu'on va pouvoir vous mettre en avant par rapport à cela. On en a parlé tout à l'heure, donc du coup, là, par rapport aux biodéchets, deux valorisations possibles au niveau retour au sol. Donc, soit vous avez le compostage direct, donc ce qu'on dit tout à l'heure, hein, c'est ce que vous faisiez peut-être dans votre jardin avec les résidus de biodéchets. Donc, du coup, vous allez le laisser fermenter et après, vous allez le mettre en tant qu'engrais naturel, ou vous passez par la méthanisation. Et l'avantage aussi de la méthanisation, c'est que vous allez produire deux matières. Donc, du coup, déjà, vous allez produire un biogaz, un biométhane qui a en plus un pouvoir et une émission de gaz à effet de serre qui diminue de 80% par rapport actuellement au gaz naturel. Il est capable d'être utilisé pour chauffer vos bâtiments, l'eau chaude sanitaire de vos bâtiments, la cuisson de de vos aliments, et vous pouvez aussi l'utiliser en tant que carburant pour vos véhicules.
Et en plus de ça, comme indiqué tout à l'heure, vous allez créer ce qu'on appelle aussi du Digesta et donc du coup un engrais naturel. Voilà pour moi, c'est tout pour ma partie. Je vous remercie et comme l'a dit Guillaume, je vous souhaite un bon webinaire. Merci Frédéric pour cette un beau décryptage pardon, de la réglementation. Nous allons maintenant passer au témoignage du collège avec Mme Singh-Paul, donc sur lequel je vais lui poser en fait quelques questions. Je ne vois pas les slides par contre. Voilà, super. Donc sur la mise en place du tri, je voulais juste m'assurer que j'étais sur le bon slide. Donc sur la mise en place du tri avec le collège Anatole France. Bonjour Madame Singh-Paul. Bonjour. Je me permets du coup de pouvoir vous poser quelques petites questions sur la Allez. mise en place du tri. Est-ce que déjà dans un premier temps vous pourriez nous présenter votre établissement que vous dirigez? Oui. Donc, je suis gestionnaire du Gestionnaire. collège. Je ne dirige pas totalement, mais je m'occupe du service restauration. Donc, le collège Anatole France, c'est un collège à Ronchamp, qui est une commune limitrophe à Lille, donc dans le nord. C'est un collège de centre-ville, et donc on ne sert pas énormément de repas. On est à environ 270 repas jour, dont 250 élèves et à peu près 20 adultes. Alors, pour la quantité de biodéchets, on a une table de tri, mais on n'a pas de table de pesée, donc c'est un peu compliqué de quantifier, que ce soit par jour, par semaine. Mais en moyenne, on a 2 bacs de biodéchets par semaine, hein, donc 2 bacs poubelles. Il faut savoir que, et la quantité, ça dépend aussi de ce qu'on prépare. C'est-à-dire que par exemple, ce midi, c'est hamburger frites, il n'y aura quasiment pas de déchets. Le jour où c'est des haricots verts ou des choux de Bruxelles, c'est pas la même chose. Puisque il faut voir qu'en fait, il y a 2 sortes de déchets. Il y a les déchets sortis cuisine et les déchets sortis plateau. Les déchets sortis cuisine, c'est-à-dire c'est tout ce qui est préparé sur place, puisque nous, on a la chance d'avoir une restauration collective où on privilégie le frais et les légumes de saison et donc qu'on va chercher à la ferme toutes les semaines. Donc ça demande de la préparation, mais ça fait qu'on a aussi beaucoup plus de déchets que si on faisait des surgelés ou des boîtes. Et en sortie plateau, c'est une fois que les élèves ont mangé, où là, en fait, ça dépend pas de nous, donc on peut pas trop gérer ça. Donc on essaye de faire attention. Par Vas-y. rapport à tout ça, vous avez donc décidé de mettre en place une solution du coup de tri. Cette solution de tri avec du coup ce retour à l'assiette également. Quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place et depuis quand vous avez décidé de mettre en place justement cette solution de tri au sein de l'établissement? Alors, le tri des biodéchets, ou des déchets organiques a été mis en place en 2016. Donc, c'était une proposition de la métropole européenne de Lille. Et donc, ça a été discuté avec l'équipe de cuisine, puisque c'est eux les plus impliqués. Après, ça implique aussi tous les autres partenaires ou tous les autres membres de la collectivité ou de la communauté éducative, pardon, mais principalement le personnel de cuisine, puisque c'est eux qui sont les plus impactés. Alors, ils sont les plus impactés puisque c'est eux qui préparent et du coup, ils doivent faire attention à ce qu'ils mettent dans les poubelles en sortie cuisine, mais aussi parce que c'est leur quotidien à descendre les poubelles et à faire attention à ce qui est mis. Donc, il fallait qu'eux soient partants parce que un des inconvénients, c'est que c'est aspiré. Les poubelles sont aspirées toutes les semaines. Du coup, si les déchets sont trop gros, ils ne peuvent pas les récupérer. Donc, il faut faire très attention. Donc, ça, c'est une des contraintes. L'autre contrainte, c'est en sortie plateau, les élèves, il faut surtout faire attention qu'il n'y ait pas de déchets non biodégradables dans les poubelles de dégradables. Hein. Donc, c'est une attention particulière à apporter tous les jours. C'est pour ça que je dis que ça implique l'ensemble de la communauté éducative, puisque, outre le personnel de cuisine, il y a aussi le personnel d'entretien ou qui s'occupe de la plonge et qui, eux, s'occupent de sortir les poubelles, donc du coup, de bien faire attention. Et aussi le personnel de vie scolaire en priorité, puisque c'est eux qui s'occupent des desserts plateaux, puisque chez nous, ce sont les élèves
qui trient leur plateau et pas le personnel de plonge. Super. Et par rapport aux élèves, de ce fait, est-ce que vous avez mené une action de sensibilisation, d'explication au travers de cette cible du coup des élèves qui du coup se doivent maintenant de faire attention au tri qu'ils effectuent en sortie d'assiette? Alors, outre un affichage qu'on a fait dans le réfectoire et des actions qu'on met en place de manière quotidienne, le personnel de cuisine et moi-même, on a beaucoup travaillé avec les éco-délégués et avec le club de développement durable pardon, du collège, pour justement qu'ils deviennent les ambassadeurs et qu'ils incitent leurs camarades de classe ou leurs copains à faire plus attention et à regarder aussi autour d'eux pour que ça devienne un automatisme pour tout le monde. Voilà. Super, merci. Quels sont les freins, que vous avez pu, rencontrer, lors de cette mise en place de solutions de tri, heu, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, des freins en tant que tels, on peut pas dire qu'on en ait eu énormément. Les seuls alors les par contre, des inconvénients, c'est, ben, de bien faire attention à ce tri, notamment en sortie, plateau parce que, si le tri est mal fait et qu'il y a des éléments non organiques dans les poubelles, nos poubelles ne sont pas ramassées. Donc ça peut être gênant. Ou alors si en sortie cuisine, si les morceaux sont trop gros et que ça ne peut pas être aspiré, ils peuvent pas nous les ramasser. Donc là, ça, c'est un peu compliqué. L'autre frein, mais alors ça, c'est, intrinsèque à l'établissement, on n'a pas de local poubelle, réfrigéré. Donc nos poubelles sont en extérieur et quand il commence à faire un peu chaud, ça peut avoir quelques odeurs nauséabonde. Alors après, c'est pas insupportable, hein, mais ça peut arriver de temps en temps où il faut aussi faire attention pour qu'on n'ait pas des nuisibles qui viennent essayer, manger ou de voir s'il y a des choses qui tombent autour des poubelles. Parfait. Merci, de votre intervention. Merci de votre témoignage Je sur vous en cette, prie. mise en place, de solutions de tri au sein d'un établissement. On le voit, hein, aujourd'hui, l'établissement de Ronchin n'a pas attendu la loi AGEC du 1er janvier 2024 pour mettre en place une solution, de tri et de sensibilisation, au sein de son établissement. Ça date, de 2016, et donc c'est plutôt intéressant de pouvoir aussi avoir des retours d'expérience, d'établissements qui ont déjà mis en place et qui ont déjà sauté le pas de la mise en place d'une solution de tri, de ces biodéchets. Je vais maintenant passer la main à Monsieur Deschamps, sur laquelle nous allons, non, pardon, je vous dis des bêtises. Nous allons répondre à déjà quelques questions que nous avons eues dans le fil de discussion. Donc, je pense que là, ces questions vont, dans un premier temps, s'adresser plutôt à Madame Singh-Paul. Nous avons en fait une question qui est donc quels sont les types de stockage existants pour les biodéchets alimentaires pour un restaurant scolaire? Alors, nous, on a donc des bennes, des poubelles qui nous ont été fournies par la métropole européenne de Lille, qui sont en charge du ramassage des déchets. Et ce que je vous disais juste avant, c'est vrai que si on peut avoir un local, poubelle réfrigéré, ça peut, faciliter les choses, notamment quand il fait chaud. Super. Nous avons une deuxième question qui était, vous en avez un peu parlé déjà, c'est comment se prémunir justement des nuisibles qui, pourraient être attirés par justement ce lieu de stockage? Quelles sont éventuellement les actions, de prévention, je dirais, à mettre en place, hein, pour éviter, d'attirer, nos copains rongeurs? Bah, alors on en revient toujours au même, c'est-à-dire le lieu de stockage, le local poubelle réfrigéré, qui est quand même ce qu'il y a de plus simple. Après, c'est pas toujours on n'a pas toujours la chance d'en avoir un. Du coup, c'est, faire attention, à pas en mettre partout à côté et qu'il y ait pas trop de liquide dans, les poubelles pour que ça ne coule pas. Et puis, ben, mettre des pièges. Il n'y a pas d'autre, solution. Mmh. Puis avoir des ratiseurs qui passent de temps en temps pour être sûr que tout aille bien. Super, merci. Nous avons également une question qui est là plutôt sur, existe-t-il une chaîne de ramassage et de coûts? Là où je pense que cette question, on en reparlera tout à l'heure avec, l'intervention de Monsieur Trion.
peux juste, Oui, allez-y. signaler que nous, ça ne nous coûte rien du tout. D'accord. Voilà. C'est géré par la collectivité? Oui, donc la métropole européenne de Lille pour nous. D'accord, super. Et donc du coup, bah, il y avait une question, mais auquel on a répondu du coup. Est-ce que c'était une entreprise spécialisée qui effectuait le ramassage des biodéchets? Et là, en l'occurrence, ici, sur la métropole de Lille, c'est la collectivité qui en effectue le ramassage. Je pense qu'au niveau des questions, nous en avons terminé. Je ne vois pas d'autres questions arriver dans le fil d'actualité. Nous allons pouvoir passer la main donc à Monsieur Deschamps. Je voudrais juste récupérer les slides pour être sûr de ne pas passer sur celui d'après. Voilà, super. Donc sur la collecte et la valorisation, rien ne se perd, tout se transforme. Et là, nous allons avoir un bel exemple de valorisation de nos biodéchets et de comment collecter et valoriser ces biodéchets. Monsieur Deschamps, je vous laisse la main. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, merci Patrick, merci GRDF d'organiser ce webinaire. L'idée, effectivement, c'est de vous présenter par l'exemple de Trion Environnement eh bien, le développement de filières biodéchets, de collecte et de traitement sur les territoires. Donc, Trion Environnement, nous sommes un acteur spécialisé dans les biodéchets alimentaires tels qu'ils vous ont été présentés. Et nous intervenons sur toute la vie de ce biodéchet, depuis l'accompagnement à la mise en place du tri sélectif chez les producteurs professionnels, mais aussi en accompagnant les collectivités. Nous déployons aussi nos moyens de collecte, les bennes à ordures ménagères ou triporteurs suivant la typologie de l'habitat. Nous développons, nous exploitons les unités de traitement et de valorisation qui sont la clé de voûte de la filière. Alors, nous, on appelle ça le modulo. C'est notre unité qui fait la réception et le traitement et qui permet la valorisation, la double valorisation, donc la production du biométhane injecté dans le réseau de distribution, souvent GRDF, et la production des fertilisants qui sont les digestats, qui repartent en utilisation agricole par le biais de plans d'épandage. Nous sommes aussi présents sur toute la chaîne de valeur, donc depuis la conception, puisque c'est nous qui avons créé cette technologie, le modulo, que nous possédons. Nous développons les unités de méthanisation, les circuits de collecte également, donc les projets. Nous les finançons, nous les construisons et nous exploitons sur la durée de vie. Alors on se finance sur 15 ans, mais les unités de méthanisation ont des horizons beaucoup plus lointains avec des durées de vie qui dépassent la cinquantaine d'années. Alors, sur le territoire national, aujourd'hui, les collectivités sont en recherche de solutions. L'obligation réglementaire au 1er janvier 2024 se rapproche et mieux vaut tard que jamais, les collectivités, pour beaucoup, rentrent dans le sujet maintenant et sollicitent beaucoup les bureaux d'études, les acteurs du biodéchet. Et on distingue, nous, trois types de territoires qui sont très en recherche. Il y a les territoires à forte contrainte foncière, donc l'Île-de-France, la région PACA, région Hauts-de-France, département Nord, notamment. Les centres urbains de taille intermédiaire pour lesquels les grands industriels du déchet ne proposent pas vraiment de solutions, donc ils sont en manque de solutions techniques. Et puis, on a également les territoires qui ont une stratégie environnementale ambitieuse. Par exemple, l'agglomération de Pau qui s'est donné comme objectif zéro carbone à 2040. Donc, dans ce cadre-là, Trion Environnement a défini une ambition au niveau national de participer à la structuration de cette filière avec, à échéance 2025, 5 unités et à échéance 2030, une trentaine d'unités sur le territoire national qui généreront une capacité de traitement d'environ 250 000 tonnes de biodéchets pour une production d'énergie de 250 gigawattheures de biométhane injecté dans les réseaux. Alors, voilà une fiche projet. C'est notre première unité qui s'appelle Module.
donc à Carrières-sous-Poissy. L'idée, c'est cette unité, vous pouvez voir sur la photo aérienne, c'est une unité ultra compacte qui permet de réceptionner, de traiter, donc avec 2 traitements, le déconditionnement, donc on sépare les emballages de la partie organique, ça c'est une clé, c'est la clé de la qualité du retour au sol. Ensuite, on a un second pré-traitement qui est l'hygiénisation, le chauffage à 70 degrés pendant 1 heure, qui permet de garantir la qualité sanitaire et éviter la prolifération de pathogènes, notamment transmis par les sous-produits alimentaires, les déchets de viande qu'on peut retrouver dans nos biodéchets. Et puis, sur le même site, et c'est l'une de nos particularités, c'est d'être capable d'appliquer ces pré-traitements et de valoriser, de générer le biométhane par méthanisation. Ce sont les petites cuves que vous voyez derrière, et de pré-traiter ce gaz pour l'injecter directement. Donc, on a cette capacité et le fait de détenir la technologie nous permet d'être capable de déployer un projet comme celui-là en 2 ans seulement entre la sécurisation du foncier et la mise en service, donc la réception des premiers déchets. Notre emprise foncière est de 2500 mètres carrés et nous allons pouvoir traiter sur un site comme celui-ci de 3000 à 10 000 tonnes de biodéchets par an, ce qui correspond à 10 000 tonnes à la production d'un territoire d'une population de 150 000 habitants en zone urbaine, professionnelle et ménages compris. On va générer une vingtaine de CDI directs entre l'exploitation du site et la collecte. Je le disais tout à l'heure aussi, une unité comme celle-ci va générer 10 gigawattheures, ce qui correspond donc 10 gigawattheures de biométhane injectés dans le réseau, l'équivalent de la consommation de quasiment 4000 habitants. Et la réduction de l'empreinte carbone du territoire est de 1000 tonnes de CO2 par an. Alors, chaque projet s'inscrit dans son territoire et répond à un besoin exprimé. Notamment pour les Yvelines, l'objectif du département, c'était d'être capable de collecter l'intégralité de ces collèges, des biodéchets des collèges, ce qui est fait, ce qui est effectif aujourd'hui et depuis d'ailleurs plusieurs mois avant l'échéance réglementaire. Ces projets aussi sont des opportunités pour intégrer les populations dans le développement de ces filières. On en a besoin. La mise en place du tri sélectif, c'est une contrainte qui va s'appliquer à chacun d'entre nous. Le fait de disposer d'un outil à proximité en entrée de ville, ça permet de générer une boucle complète sur son territoire et de montrer aux citoyens que le geste va générer un productible, un gaz qu'on va retrouver dans le réseau. Et on dispose, nous, en tant que développeurs, d'outils comme le financement participatif pour encore plus intégrer, dès le stade du développement, les populations dans ces nouvelles filières qui sont créées. Alors, l'un des challenges pour les professionnels, on va se concentrer sur les professionnels puisque la collectivité, elle, les citoyens, c'est la collectivité qui va définir sa stratégie pour la collecte. Pour les professionnels, le challenge, c'est de réussir le tri sélectif et d'optimiser les opérations. On en parlait tout à l'heure, de stockage, de collecte. Il faut que ça se passe bien. C'est un nouveau passage, une nouvelle collecte. Donc, il y a toute la partie accompagnement au tri et la réduction du gaspillage. Ça, c'est la première étape. C'est bien former les personnels, bien documenter et que les gens puissent bien réaliser le tri pour avoir un flux de bonne qualité. Ensuite, l'autre challenge, c'est la qualité de la collecte. Il faut, on en parlait tout à l'heure, pendant les périodes où la température s'élève, pour les sites qui n'ont pas de local aéré ou réfrigéré, c'est la capacité à augmenter les fréquences de collecte et répondre aux problématiques des producteurs. Donc, c'est une collecte sélective, fiable, puisque le vendredi, si l'établissement ferme le week-end, il faut venir absolument collecter le bac biodéchets, et réactive, c'est-à-dire en cas de problématique, être capable de refaire une passe, de refaire une collecte pour vider un bac. Et puis, évidemment, dans la problématique de la gestion des déchets, 60 à 75% du coût,
c'est la collecte. Et donc l'idée, c'est ça l'idée du modulo, c'est de rapprocher cette unité de traitement des centres-villes où sont réalisées la collecte des biodéchets. Et donc c'est rapprocher, c'est optimiser la logistique pour pouvoir baisser le coût de gestion et rendre possible finalement, rendre accessible cette collecte des biodéchets. Alors après, ici, il y a quelques informations sur la réduction du CO2. C'est important. On réduit par rapport à la situation actuelle de l'incinération ou de l'enfouissement, on est capable de réduire l'impact de 250 kg de CO2 par tonne de biodéchets collectés. Alors, voilà un exemple assez simple de consigne, mais c'est clé, c'est la clé. On s'est tous posé la question, est-ce que je mets les arêtes de poisson ou les morceaux de viande dans mes biodéchets? Donc l'idée, c'est d'être capable de proposer une documentation simple et facilement lisible pour les gens qui vont réaliser le geste. Aussi, ce qui est important, c'est de se dire que sur des unités qui sont équipées de déconditionneurs, c'est la possibilité de collecter dans des sacs plastiques et justement d'assurer un stockage dans des bacs sans salissure, en limitant les odeurs, en limitant les risques sanitaires. Et ça fait partie aussi de la clé de la réussite de la collecte. Et c'est encore un exemple pour bien comprendre que chaque producteur, en termes de producteur professionnel, a un cahier des charges qui lui est propre. On n'a pas deux profils identiques. Vous avez, alors depuis les ménages, ce seront les points d'apport volontaires avec des systèmes de badge où chacun vient apporter son sac dans un bac qui sera collecté à une fréquence déterminée par la collectivité. La restauration, ce sont des gros bacs roulants qui sont collectés 2-3 fois par semaine. On peut aussi avoir les grandes et moyennes surfaces avec ce qu'on appelle des pal-box qui peuvent s'empiler pour optimiser la logistique. Et puis, après, on a des systèmes de regroupement de producteurs pour toujours essayer, tenter d'optimiser la logistique. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci pour votre attention. Patrick, je vous rends la main. Merci Charles pour cette présentation donc, d'un tri, d'une collecte et d'une valorisation des biodéchets en biogaz. Nous allons maintenant ouvrir une nouvelle séquence de questions-réponses avec une question de Lucille. En France, combien de sociétés sont consacrées à la revalorisation des biodéchets pour les collectivités territoriales notamment? Il y a aujourd'hui en fait un benchmark, ça je vais me permettre de pouvoir y répondre et Fred, tu pourras compléter. Nous avons en fait un benchmark, ce qu'on appelle les revues des solutions innovantes, dont l'entreprise de Monsieur Deschamps fait partie, sur lequel en fait nous avons regroupé l'ensemble des acteurs qui effectuent de la collecte et de la valorisation de biodéchets à l'échelle de la France. Vous retrouverez le lien de ce guide et de cette solution des revues innovantes dans le replay qui vous sera envoyé pour pouvoir accéder, et vous retrouverez en fait la maturité des projets que nous avons notés. Vous reverrez également ce qu'ils traitent et comment ils le traitent avec du compostage ou de la valorisation en énergie biométhane. Et vous aurez également les coordonnées des interlocuteurs des entreprises concernées. D'autres questions, je vais reprendre dans le fil. Alors, nous avons une question de Valérie. Bonjour, qui est responsable de la collecte des biodéchets, l'école ou l'entreprise qui est en charge de la restauration? Aujourd'hui, dans la réglementation, il est indiqué que c'est l'exploitant qui est le producteur des biodéchets par rapport à ce sujet-là. Donc, du coup, l'exploitant est considéré comme l'école. Après, le détendeur doit notamment, en termes de configuration des locaux, mettre à disposition les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Mais c'est bien l'exploitant qui en est responsable.
Merci Frédéric. Nous avons ensuite Jérôme qui demande où peut-on trouver de la documentation et de la communication pour les scolaires. Ça, je pense que Monsieur Deschamps pourrait peut-être répondre sur cette partie plutôt information, sensibilisation. Je pense que ça peut faire partie des prestations faites par les porteurs de projets, Monsieur Deschamps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chaque prestataire qui propose une solution de collecte et de traitement, généralement, propose des plaquettes et de la documentation, même de la formation pour les personnels qui vont soit directement réaliser le tri, soit au contact, par exemple, des collégiens ou lycéens, les former eux. Donc, alors, il doit exister des bases de documentation, certainement d'ailleurs sur le site de l'ADEME, des fiches de tri. Et puis après, la question, c'est suivant le collecteur, chaque collecteur propose un système qui lui est propre, et donc en sac ou sans sac, ou sac plastique, sac craft, et peut avoir des préconisations particulières qui font qu'il va falloir respecter les consignes du tri du collecteur. Parce que si on réalise un tri et que celui-là ne correspond pas à ce qui est collecté derrière, on va avoir un déclassement du déchet, et c'est trop dommage. Donc, il y a de la documentation. Si vous êtes en recherche d'une documentation, il en existe certainement sur l'ADEME. Et après, c'est auprès de votre prestataire. Merci Monsieur Deschamps pour cette réponse. Nous avons encore d'autres questions et je vois que nous avons encore du temps pour y répondre, donc je vais encore en prendre quelques-unes. J'en avais une, voilà. Gérez-vous, donc une question de Nadège. Comment gérez-vous ces sacs plastiques polluants? Alors, les sacs plastiques en fait, les biodéchets au moment, donc sont réceptionnés. Ensuite, le premier traitement, c'est le déconditionnement. Et le déconditionnement, c'est la séparation des emballages ou des indésirables, la petite cuillère ou le pot de yaourt qui est passé avec les biodéchets. Donc, ces indésirables sont mis à l'écart, et eux repartent dans les voies de revalorisation énergétique, donc soit en incinération, soit en stockage, et ne sont pas revalorisés. Ça représente à peu près 5% du tonnage du biodéchet. Bon, l'idée, c'est que aujourd'hui, il faut être capable de réaliser ce tri dans les meilleures conditions. Si vous avez des poubelles qui se salissent trop, vous allez avoir des problématiques sanitaires ou olfactives, et donc le tri, les gens vont s'arrêter. Donc le fait d'être capable de réceptionner un biodéchet dans un sac et de retirer ce sac proprement, aujourd'hui on y arrive, en fait ça va nous permettre de lancer la machine. Et ensuite, l'idée, ce sera, au fur et à mesure de l'évolution des technologies, d'être capable de biosourcer ces plastiques au niveau des sacs, et de réduire l'impact carbone de ces emballages, et de réduire les emballages tout court. Mais l'idée, c'est de commencer à réaliser le tri dans les meilleures conditions. Merci Monsieur Deschamps. Il y a une seconde question du coup qui est arrivée sur justement les sacs plastiques après la collecte. Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, en fait, ils partent en incinération ou en enfouissement. Donc, ils partent avec les. En fait, ils re-rentrent dans la case des ordures ménagères résiduelles, la poubelle grise, et donc ils sont valorisés énergétiquement. Mais comme je le disais, l'idée, bon, avant d'attendre 100% de taux de valorisation, on va viser 95. On va essayer de développer les filières avec cet objectif-là qui est déjà très ambitieux. Et puis, en parallèle, on réfléchit au développement. Il y a énormément de nouveaux produits sur des bioplastiques qui sont biosourcés. Il faut éviter de penser qu'un bioplastique qui est biosourcé ou compostable n'a pas d'impact.
Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait... La meilleure garantie sur le retour au sol, c'est le fait de déconditionner, c'est le fait de retirer ces sacs avant d'entrer dans le processus de méthanisation ou de compostage pour éviter de les retrouver sur les terres agricoles et dans les rivières après, tout simplement. Merci, Monsieur Deschamps. Une nouvelle question pour vous. Trion Environnement est-il implanté sur toute la France? Donc là, je pense qu'on pourrait peut-être remettre la carte qu'on avait tout à l'heure sur la présentation, reprenant également votre implantation et vos projets d'implantation sur les territoires, ce qui pourra, je pense, répondre à cette question, sachant que... Voilà, super. Alors, aujourd'hui, on a notre première unité qui est en exploitation depuis 18 mois environ en Île-de-France, à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. On a beaucoup de projets en développement. Il faut bien se rendre compte que la filière biodéchets est une filière en cours de développement et que les unités de traitement, méthanisation ou compostage sont des sites industriels qui mettent du temps pour se développer, hein. C'est pour ça que le fait d'avoir un réveil global des collectivités à 1 an de l'échéance, une unité industrielle, le temps de développement classique, c'est entre 3 et 6 ans. Nous, on arrive à, par le fait d'avoir développé notre technologie, on arrive à comprimer ce temps, mais il nous faut au moins 2 ans, parce qu'on va demander des autorisations administratives, permis de construire, installation classée pour la protection de l'environnement, qui mettent un certain temps à être construite avant d'être instruite. Et donc, voilà le plan de développement que vous voyez sur la carte. On a une trentaine d'opportunités sur le territoire national, 5 projets très bien avancés. Et voilà, donc ça veut dire que notre prétention, notre ambition, c'est d'être présent sur tout le territoire national. Et après, les projets avancent au gré des facilités ou des difficultés qu'on a à développer les projets sur les territoires. Merci, Monsieur Deschamps. Nous avons une question également de Muriel, qui est donc comment fait-on si la commune ne met pas en place les poubelles pour recevoir les déchetteriers dans notre école? Alors là, c'est la question des assimilés. Ça veut dire, et c'est une question qui se pose sur les biodéchets, les collectivités, parce qu'il y a la problématique du développement des projets, et puis après, il y a la problématique du déploiement de la collecte. Et dans le cadre des collectivités, on parle de commandes publiques, on parle d'installation de points d'apport volontaires sur le domaine public. Donc c'est une sorte de double développement en parallèle et la collecte de la collectivité, par la collectivité, la définition de cette collecte prend un temps qui est au moins de 5 ans pour aboutir à un dispositif opérationnel sur tout le territoire. Donc il est vrai que les gros producteurs vont se retrouver, ou les producteurs qui sont assimilés peuvent se retrouver dans une situation où la collectivité ne leur propose pas de solution. On le rencontre très souvent sur les territoires. Et bien là, il faut se tourner vers les acteurs privés, les collecteurs qui proposent des solutions de collecte justement vers les professionnels qui vont vous faire des propositions de mise en place de bacs, de systèmes de tri, de bacs et puis d'une prestation de collecte. Donc il faut adresser ces collecteurs. La collectivité, a priori, si elle ne vous propose rien, c'est qu'elle n'a pas de solution. Merci, Monsieur Deschamps. Et on va traiter une dernière question. Existe-t-il une chaîne de ramassage et quel coût? Est-ce que vous pourriez, je pense, parce que la chaîne de ramassage, on en a déjà un peu parlé avec la revue des solutions innovantes et donc du benchmark de tout ce qui peut exister. Et le coût, est-ce que vous pourriez donner un ordre d'idée en termes de coût de collecte, par exemple? Alors, il existe naturellement des chaînes de ramassage. Aujourd'hui, il y a de la collecte et de la valorisation des biodéchets
sur beaucoup d'endroits sur le territoire national. Donc, que ce soit de la collecte en bac, en sac, avec des traitements par méthanisation ou compostage, tout existe. La question, c'est de savoir s'il y a des solutions sur votre territoire. Et par rapport à la question du coût, donc, alors là, c'est très variable parce que le coût est construit sur la base de deux piliers. Vous avez le coût de traitement et puis le coût de collecte. Le coût de traitement, alors il est assez variable suivant la technologie, la voie compostage ou méthanisation. Il varie de 70 à un peu plus de 100 euros la tonne. Et puis après, la collecte, c'est très, très variable. Ça dépend de la quantité produite, du bac que vous allez demander, de la fréquence de collecte, du taux de remplissage du bac. Donc ça, c'est vraiment très, très variable. Donc, et la problématique, c'est que c'est cette collecte qui représente la part la plus importante du coût. Donc, c'est compliqué de donner un chiffre comme ça. Il faut vraiment, l'idée, c'est de solliciter un collecteur, un professionnel et qui vous fasse un chiffrage, parce qu'il y a tout un diagnostic qui doit être fait, hein. Parfait, merci Monsieur Deschamps pour cette réponse. Effectivement, tout s'étudie effectivement en fonction des typologies et de l'éloignement du point de collecte. Donc merci à vous pour ces réponses. On va clôturer cette séquence de questions-réponses. Je vais maintenant terminer et conclure tout simplement ce webinaire qui était dédié donc à la valorisation des biodéchets. J'espère que ceci a pu répondre à pas mal d'interrogations. Il y a certaines questions auxquelles on n'a pas pu répondre là de suite, liées au temps. On reviendra vers chacun pour pouvoir vous apporter une réponse. Donc on aura vos coordonnées, vos adresses mail, donc on vous réadressera une réponse personnalisée. Vous retrouverez également le lien du webinaire en replay ainsi que les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y aura un guide sur les biodéchets et vous aurez également la revue des solutions innovantes qui est le benchmark de tout ce qui existe en France sur les solutions de collecte et valorisation. Je tiens à remercier l'ensemble des participants à ces webinaires, notre délégué Guillaume Virmeau pour son intervention, son introduction et son focus sur le gaz et sa révolution, parce que demain le gaz sera de plus en plus vert et d'origine locale. Donc ça c'est plutôt intéressant et créera également une économie circulaire. Je remercie également Frédéric Matisse, notre ingénieur efficacité énergétique, qui vous a fait un décryptage d'un point de vue réglementaire sur la loi AGEC et sur l'obligation du tri. Pour faire simple, nous sommes tous concernés demain par le tri de nos biodéchets, qui du coup demain généreront tout simplement une énergie locale verte et disponible. Je remercie également Madame Singh-Paul pour son intervention, ainsi que le collège de Ronchin pour pouvoir avoir témoigné sur la mise en place du tri. Et je remercie également Monsieur Deschamps pour son intervention sur la collecte et la valorisation des biodéchets avec une valorisation liée au biométhane, chose qu'on connaît un peu moins que la partie compostage. Et donc c'est plutôt intéressant de pouvoir aussi vous faire part de tout cela. Avec plaisir. GRDF n'est pas là que pour vous parler de valorisation de biodéchets. Nous accompagnons également l'ensemble de nos clients. Vous retrouverez donc ici vos interlocuteurs en région sur la partie GRDF. Donc n'hésitez pas à prendre contact si vous avez d'autres questions. Cette carte avec les coordonnées sera également présente dans le lien que nous vous enverrons. Ceci vous permettra de nous recontacter pour obtenir plus d'informations. GRDF vous accompagne également sur d'autres sujets qui sont vos projets de construction, de rénovation ou de changement de matériel.
des datas qui sont liées en fait à vos consommations. Nous avons des services qui existent et qui sont totalement gratuits de mise à disposition de vos données de consommation. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on accompagne également nos clients au travers du décret tertiaire, du décryptage du décret BAX qui va avec le décret tertiaire et des produits innovants comme l'hybridation des solutions. Donc mélanger du gaz avec une autre énergie, du RCU, du réseau de chaleur urbain, pardon, de l'électricité, du bois. Voilà, ce sont les complémentarités des réseaux. Et on vous accompagne également si vous souhaitez consommer du gaz vert et comment consommer du gaz vert. On est également à vos côtés pour pouvoir vous parler de tous ces sujets. Donc n'hésitez pas à revenir vers GRDF. GRDF est auprès de ses clients, plus près de ses clients. Donc je reste à votre disposition ainsi que les équipes GRDF. Et je vous remercie de votre attention et de votre participation à ce webinaire. Au nom de GRDF, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous et à bientôt.